Sujet de la Côte d'Ivoire, la France est-elle en train de perdre de l'influence avec la passation de ses bases à l'armée ivoirienne? Eh bien, on tentera d'apporter des éléments de clarification et de précision sur cette thématique présentée d'ailleurs comme l'une des dernières digues encore visibles de la France-Afrique version ouest-africaine. La Côte d'Ivoire et la France ont donc convenu il y a peu de la baisse des effectifs des soldats français sur son territoire. Ainsi, le lundi 7 octobre signait donc le passage on ne peut plus discret du général Pascal Lani, ancien porte-parole de l'état-major des armées françaises. L'arrivée de ce dernier marque donc la volonté de rétrocession progressive du camp militaire français situé dans la commune de Port-Bouët au sud d'Abidjan, qui compte, faut-il le rappeler, près d'un millier de soldats. Également restitué aux autorités ivoiriennes son champ de tir et des exercices militaires de l'Omo Nord au centre du pays. Dans sa démarche, la France veut visiblement se faire beaucoup plus discrète sur le continent, alors que ses nombreuses missions militaires se sont avérées de véritables échecs à la restauration de la sécurité de nombreux pays africains, de l'avis de plusieurs experts. Professeur Jean-Paul Mbelek, je vous retrouve au cœur de cette grande réflexion. Alors, de votre point de vue, que peut bien, professeur, cacher cette démarche de la France dans un pays où sa présence militaire n'a jamais été, bien entendu, officiellement récusée, du moins par l'autorité ou alors les politiques ivoiriennes? Comment apprécier donc, bien entendu, cette démarche ivoirienne, cette démarche en tout cas française, pardon? Oui, je pense que c'est dû aux enjeux géopolitiques du moment. Vous voyez l'évolution de la guerre en Ukraine. Vous voyez ce qui se passe au niveau de Gaza, la Cisjordanie, du Liban, et même le conflit qui risque à tout moment de prendre de l'ampleur entre l'Iran et Israël. Tout ça, ça compte parce que, en fait, à chaque fois, on voit les possibilités d'un accroissement du conflit entre l'OTAN et la Russie. Et ça peut s'exporter sur tous les théâtres d'opération, quel que soit le continent. Or, l'armée française est devenue pauvre aujourd'hui. Le président Mandakane a parlé tout à l'heure du général de Villiers, qui a été limogé par le président Macron, parce qu'il n'était pas d'accord. Le général de Villiers disait qu'il manquait d'effectifs. Il fallait... et puis aussi également le matériel. Vous avez vu, hein, la contribution française, même dans la guerre de l'Ukraine, où elle est partie prenante, elle n'est pas aussi significative que celle de l'Angleterre, par exemple, ou même de l'Allemagne. Donc, je pense que on peut voir ça de plusieurs façons. On peut donner l'impression, parce qu'à tout moment, Ouattara peut toujours faire croire que c'est lui qui est demandeur du départ des troupes françaises. La même chose peut se reproduire après au Sénégal, pourquoi pas. Mais en même temps, la France permet à ce moment... comment dire, elle considère peut-être que la Côte d'Ivoire n'est pas le meilleur endroit pour placer ses soldats. Vous savez, quand vous prenez l'effectif de l'armée de terre française, moi j'ai entendu un général dire que l'effectif n'est que de 77 000 soldats. J'ai vérifié tout à l'heure sur Google, il parle de 110 000, je ne compte pas les civils, 110 000, à peu près, presque 8 000 civils. Bon, 110 000 dans l'armée de terre, officiers, soldats, tout confondu. Voilà. J'ai connu une époque où l'armée française alignait dans les 300 000 soldats, sans compter, voire 500 000 au total, avec l'armée de terre et l'armée de l'air, sans compter les brûlés sous le drapeau. Les jeunes gens qui, à 18 ans, devaient aller faire leur service militaire. Voilà. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous savons que depuis Jacques Chirac, il s'agit de réduire les effectifs, faire des économies. Ce qui a l'armée française aujourd'hui, l'équipement n'y est pas. Vous savez que dans une haute intensité, ça ne tiendrait pas une semaine, en ce qui concerne les cartouches et les munitions en général. Donc, si la Côte d'Ivoire, où il y a eu plusieurs tentatives, et comme vous savez, de point de départ pour déstabiliser par exemple le Burkina Faso et le Mali, n'ont pas réussi, si dans leurs analyses ils se rendent compte que les forces de l'AES sont supérieures, et peut-être qu'ils peuvent penser déplacer leurs soldats pour les mettre ailleurs. Hein, et d'ailleurs, ça commence à chauffer même maintenant, même aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie. Oui. Peut-être que le GIGN ne sera pas suffisant. Et puis aussi, si la guerre devait... il y a les échanges électoraux bientôt aux États-Unis. Hein. On a moins de 3 semaines. Hein. On a 2 semaines d'élections présidentielles américaines. Hein. J'arrondis un peu, mais c'est presque ça. Et si jamais d'aventure
le conflit entre la Russie et l'OTAN venait à dégénérer davantage en Ukraine, l'Ukraine étant perdante, et l'Ukraine exigeant des armes, par exemple, pour frapper la Russie a prévenu. Donc partout où il y aura les forces françaises, elles sont vulnérables. Donc je pense qu'un repositionnement de leurs forces est nécessaire. C'est peut-être ça à quoi ils pensent. Comme la France le fait avec le CFA, faire croire par exemple que le fait qu'on utilise le CFA au Mali veut dire que la France a une influence au Mali actuellement. Et pourquoi le Mali continue à utiliser le CFA? Et pourquoi la France ne dénonce pas? Puisque la France considère le Mali, le Burkina, le Niger, l'AES dans son ensemble, toute la confédération de l'AES, comme des États ennemis. Alors, et alliés à l'ennemi, en particulier la Russie qui est donc l'allié stratégique de l'AES. Pourquoi la France ne recuse pas le CFA dans ces États-là? Mais parce que ce n'est pas dans son intérêt. Mais c'est la même chose pour le CFA qu'il y a au Cameroun ou dans les autres États africains qui continuent à utiliser le CFA. La France n'a plus prise. Mais il faut qu'elle donne l'illusion qu'elle a prise. Et c'est la même chose donc au niveau militaire. C'est-à-dire que il faut qu'elle donne l'illusion que l'armée française est encore forte. Donc à partir du moment où elle ne peut pas tenir, ni au niveau financier, regardez la dette colossale de la France. Elle a dépassé 110%, 120% même de son produit intérieur brut. Et regardez même ici, c'est la misère. Prenez un rendez-vous à l'hôpital et attendez de voir au bout de combien de temps vous aurez le rendez-vous. Vous allez être reçu. Hein. Même aux urgences, on renvoie les gens. Mais c'est grave ici. C'est très grave. C'est pas parce qu'il y a encore l'électricité, il y a encore l'eau, mais le reste des services nationaux, ça ne va pas. Je ne vous parle même pas des retraites. Est-ce qu'elles sont correctement versées à tout le monde? Mais non. Donc l'État français est mal. Donc tout repositionnement qui leur permet quand même de continuer à faire illusion et de se maintenir sur des endroits stratégiques et moins coûteux, je pense qu'ils vont prendre. Donc moi je ferai une telle lecture, ce qui permettra à Ouattara plus tard de dire qu'il y est pour quelque chose. Mais vous allez voir que la même chose va se répéter au Sénégal, oui, parce que c'est peut-être pas la meilleure position de l'armée française actuellement. Surtout dans une région où l'AES est de plus en plus forte. L'armée de l'AES, bientôt ça sera une armée unique pour toute la Confédération. Hein. Donc il y a d'autres endroits, il y a le Tchad, ils se maintiennent au Tchad. Bon, Djibouti, vous-même vous l'avez mis dans le document que vous nous avez envoyé, ils se maintiennent à Djibouti, ce sont des endroits stratégiques. Donc comment, en dépensant moins, être aux meilleures positions pour un conflit de haute intensité futur, sachant qu'en réalité, on manquera de cartouches et de munitions, si ça dure plus d'une semaine. Bon, allez, soyons gentils, 2 semaines. Donc voilà, ils n'ont pas les moyens de leur politique, en même temps, il faut continuer à donner l'illusion qu'on en a. Moi, je ferai une telle lecture, en attendant peut-être d'écouter mes pairs, aux panélistes, ils vont éclairer davantage. Merci. Des questions de moyens, en tout cas d'accompagnement qui se poseraient avec un véritable acuité aujourd'hui, ce qui obligerait clairement la France à ne plus continuer à entretenir sa présence militaire sur le continent africain, mais plutôt, comme le pensent certains analystes, commencer plutôt à la sous-traiter avec les armées locales, grâce d'ailleurs à cette démarche que souhaiterait d'ailleurs avoir désormais Emmanuel Macron entre les armées françaises et celles africaines, rentrer en intimité avec ces dernières, je ne sais pas trop pour rechercher quoi. Alors, on dit une chose et on fait son contraire. D'ailleurs, pour faire la relever tout à l'heure, on veut véritablement invisibiliser sa présence sur le continent africain, mais dans certaines zones, dans certaines positions, on ne badine pas là-dessus. On veut affirmer véritablement la présence militaire. Comment expliquer cela pour parler du cas de Djibouti et même du Tchad? Aujourd'hui, on en parlait il y a un instant. Personne n'en parle, la présence militaire française. Elle ne fait même pas l'objet d'une quelconque restructuration. Elle demeure telle qu'elle. D'ailleurs, on y travaille pour la maintenir. On parle d'une présence militaire visible, des hommes stationnés. Oui, je pense que quand on a affaire à un brillant analyste comme le professeur Jean Bombelec, c'est pas moi qui vais venir démentir sa ligne de l'analyse. Oui, on dit une chose et on fait son contraire, mais en réalité, nous allons comprendre pourquoi est-ce que M. Macron dit une chose et ce qui est en train de se faire ressemble au contraire de ce qu'il a dit. Alors, il vous souviendra que à un moment donné, quand l'Afrique
on va dire, l'ancien précaré de la France en Afrique était en ébullition, que parmi les mesures que M. Macron avait annoncées, il avait annoncé une politique, une stratégie de proximité et même il avait appelé ça comment, d'affinité avec les armées nationales, qu'on devait être plus près, n'est-ce pas? La France devait être plus prête désormais, n'est-ce pas, des armées africaines, au lieu de cette stratégie qui avait été choisie d'implanter les bases militaires françaises et d'avoir un commandement purement français sur les territoires. Alors, lorsqu'on regarde la décision qui a été prise récemment, qui a fait qu'on nomme le général, je crois Pascal Ligné, qui est donc le chef de ce commandement français pour l'Afrique, et apparemment c'est un peu voilà, commandement américain qui s'apparente un peu au commandement américain pour le commandement, donc toujours cette vassalisation là. Maintenant on dit qu'on va changer, mais on essaie de faire comme le parrain pour un concept qui est en train d'être dénoncé et qui veut être effectivement aussi détruit par les panafricanistes, parce que Africom, ça ne veut, on ne sait pas ce que ça veut dire, on n'a pas besoin d'Africom en Afrique, c'était une parenthèse. Donc si M. Macron choisit d'aller vers ce schéma, il faut qu'on évoque un certain nombre de sorties de certains, on va dire, hauts gradés de la France, même s'ils ne sont pas toujours en tenue, mais certains ont déclaré sur des plateaux de télévision, lorsque les pays, notamment de l'AES, avaient commencé à demander à la France de partir, en prenant des mesures, en chassant les ambassadeurs, en fermant certains médias mainstream, etc. Vous savez qu'il y avait des sorties où certains hauts gradés français disaient que bon, maintenant que ces élèves-là sont devenus révolutionnaires, il faudra que les actions de déstabilisation soient menées sans plus qu'elles soient masquées. Vous vous souvenez de ce type d'intervention? Et je pense que ce n'était pas anodin. C'était parce que le choc était suffisamment grand de voir que les pays qui, il y a encore 10-15 ans, pour lesquels on ne pouvait pas imaginer que des dirigeants allaient venir dire comment est-ce que les choses doivent marcher chez nous, subitement commencent à se donner des libertés pour prendre des décisions, n'est-ce pas, qui sont relatives à des positions de souveraineté. Donc, cela dit, si vous avez, comme au Tchad, 9 bases militaires françaises, et que vous décidez d'en faire, par exemple, 2, ça veut dire que vous déconcentrez. Donc, ça veut dire que vous déconcentrez. Vous allez réduire les effectifs et peut-être éliminer quelques bases militaires. Logiquement, vous êtes en train de vouloir déconcentrer. Si vous voulez faire en même temps des économies. Mais les économies que vous cherchez à faire en déconcentrant vont entraîner des faiblesses dans la structure que vous avez mise en place et que vous contrôlez bien. Or, si vous êtes sincère, il faut trouver quelque chose qui va compenser les faiblesses que vous allez créer en déconcentrant. Ces faiblesses peuvent être compensées par quoi? Par le fait que les services de renseignement et même d'autres services insinueux qui ne sont pas forcément là pour le renseignement, pour déstabiliser, vont être créés. Ou alors les effectifs de ces services qui existent déjà vont être renforcés, puisque eux, ils sont invisibles, mais ils sont extrêmement nuisibles. Parce que on ne les voit pas, ils travaillent nuit et jour, ils n'ont pas de visage et peuvent intervenir à tout moment, à tout lieu. Donc, est-ce que c'est ce qui est en train de vouloir se passer au niveau de la Côte d'Ivoire, où M. Macron donne l'impression de vouloir être moins visible sans perdre suffisamment l'influence qu'il a déjà au niveau de la Côte d'Ivoire? Parce que au moment où nous parlons, la Côte d'Ivoire est l'un des pays en Afrique de l'Ouest que malheureusement
nous devons considérer comme un pays servant de base arrière pour la France, pour déstabiliser les pays africains. Donc, vous ne pouvez pas, quand vous avez conquis un territoire comme celui-là, qui est encore obéit encore à vos ordres, n'est-ce pas, subitement décider que c'est là que vous allez lâcher prise, n'est-ce pas? Mais si vous lâchez prise au niveau de la Côte d'Ivoire en termes d'influence sécuritaire et militaire, vous allez renforcer où? Bon, on a évoqué Djibouti, mais je parle d'abord de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais surtout la Côte d'Ivoire, puisque aujourd'hui on parle de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que il y a quelque chose que les Africains doivent comprendre. Visiblement, la France va chercher à donner l'impression qu'elle ne veut plus s'immiscer à des questions sécuritaires en Afrique, parce que c'est de ça qu'il est question. Les décisions qui doivent être prises dans le domaine de la sécurité dans chaque pays doivent être des décisions souveraines. Elles doivent être prises par les autorités souveraines, nationales, patriotiques. Donc, à partir de ce moment-là, si une force étrangère comme celle française doit se retirer ou alors doit minimiser son influence, c'est pour permettre que les forces sécuritaires nationales aient leur plein pouvoir de décision. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas aujourd'hui, présentement, au niveau de la Côte d'Ivoire, où nous avons encore, évidemment, M. Ouattara comme président, même si la prochaine élection s'annonce, qu'on le veuille ou pas, l'année prochaine, on va davantage en parler. Donc, je pense que là où il faut faire attention, c'est mettre surtout l'accent sur des forces de renseignement, sur les services secrets, parce qu'ils risquent d'être renforcés davantage. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, l'affinité dont il a fait allusion il y a des mois. Cette affinité peut avoir beaucoup d'incidences dangereuses, en ce sens que ça peut même aller au-delà de l'endocolonat. L'endocolonat, ceux qui sont au service, n'est-ce pas, des impérialistes chez nous, ceux qui ont un visage africain, mais qui en réalité sont pires que les impérialistes, puisqu'ils vont jusqu'à même s'abstenir quand il faut voter contre le colonialisme. Donc, ceux-là, on peut encore, ils sont nombreux encore. Mais, vous savez qu'il y a aussi des liens mystiques, il y a des liens sectaristes qui font que on est soumis totalement, on fait on joue le mort en réalité. C'est-à-dire que si le maître a dit de faire, on fait. Et ça, nous savons bien que les Occidentaux, et la France en particulier, puisqu'on en parle, avec ces sectes-là, a une forte influence sur un certain nombre de dirigeants en Afrique, et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui peut en faire exception. Donc, il faut être très vigilant. Ce n'est pas le fait de réduire officiellement, n'est-ce pas, le nombre de soldats implantés ou de réduire quelques effectifs sur certaines bases, ou à la limite même faire disparaître certaines bases militaires qui doivent faire baisser la garde aux Africains. Parce que, une chose est certaine, la France est en train de perdre en vitesse en ce qui concerne son influence sur la plupart des pays africains, et elle n'est pas contente, et elle fera tout à chaque moment pour pouvoir revenir, quelle que soit la manière par laquelle elle pourra revenir. Et donc il faut rester très vigilant et renforcer davantage les dispositions sécuritaires afin que la dynamique de construction et de la mise en place d'une grande unité africaine ne soit pas du tout perturbée par quoi que ce soit. Merci à vous. Jonathan, alors on évoque donc cette dynamique de retrocession des bases de l'armée à la Côte d'Ivoire, mais seulement parallèlement, le gouvernement français a trouvé ce que moi je qualifierais comme étant une véritable parade pour continuer à maintenir sa présence
militaire, même si elle semble être masquée. C'est la mise en place des centres de formation et de manœuvres conjointes qui semble désormais être le credo dans lequel cette nouvelle réorganisation, cette nouvelle réarticulation de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France devrait finalement avoir lieu. À quoi serviraient ces véritables centres de formation? Vous savez, lorsque Alain Juet, cet exécutant de basse besogne de la France, qui était à la tête des renseignements français, se penchait sur la question du Sahel, parlant du cas malien par exemple, il expliquait qu'ils se sont rendus compte que les 5 colonels qui étaient arrivés à la tête de la révolution, qui avaient porté la révolution malienne, avaient tous eu des contacts, avaient tous eu des formations en Russie. Et il dit que quand il regarde, il voit que l'essentiel de ceux qui ont fait les révolutions n'ont pas d'attache avec l'armée française. Il estime donc que c'était là le ventre mou de la coopération, c'est le ventre mou de la stratégie française. Il dit parce que depuis des temps, nous avons refusé, même leurs étudiants, c'est difficile qu'ils arrivent sur nos campus. Et donc parfois après, ces gens, ils ont soit fait des études aux États-Unis, soit des formations aux États-Unis dans leurs armées, et ils nous échappent. La colonisation par l'éducation, en fait, en d'autres termes, c'est ce qu'Alain Juet préconisait. Il dit, lorsque vous avez participé à la formation de ces gens, il y a une sensibilité. Les premiers interlocuteurs avec qui ils veulent généralement interagir, c'est ceux avec qui ils étaient en formation. Donc quand ils veulent faire même le coup d'État, généralement quand ils ont besoin de soutien, ils appellent leurs amis, leurs promotionnaires. Ils disent c'est sur ça que nous devons miser si nous voulons sauver la France. En fait, la France-Afrique veut survivre dans la colonisation par le système éducatif et le système de formation. La socialisation par un endoctrinement à la naturalisation des rapports de domination en faveur de la France. Et ils se disent que le meilleur moyen, c'est de fabriquer des protecteurs de la colonisation qui seront eux-mêmes africains. Donc le changement de stratégie vise à atteindre cet objectif. Comment transformer les Africains en fervents défenseurs du néocolonialisme? Quand ils regardent surtout l'université, ça a été une réussite magistrale. Les professeurs d'université qui ont été formés en France sont les plus grands défenseurs du néocolonialisme dans le monde. Quand vous échangez avec eux, surtout les chercheurs qui sont affiliés au laboratoire français, quand ils vous parlent de la France, vous prenez peur. Vous ne pouvez rien faire avec lui. Parce que son verbe, son langage, c'est la France-Afrique. Il est convaincu que, en dehors de la France, nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Pour lui, le problème, c'est nous-mêmes. Il n'arrive jamais à voir le rapport néocolonial qui est établi avec la France. Donc, c'est ce qu'ils veulent fabriquer au niveau de l'armée ivoirienne. Fabriquer des petits larbins locaux, des valets locaux qui vont se substituer à leurs efforts par la présence ostentatoire qui est devenue insupportable pour l'Africain. Ce quand nous, Africains, on voit les armées d'occupation là, on dit, il faut faire déménager ça. Ils disent, ah ok, c'est ça le problème. Non. Nous allons fabriquer maintenant des armées d'occupation mentale. Des gens qui sont formatés psychologiquement. Ils seront officiellement vos militaires, ils auront les tenues avec les logos de vos armées, mais ils seront en fait nos représentants locaux. Voilà le rebranding que la France est en train d'envisager. Tout va se passer maintenant là-dedans. Et ça, cet enjeu-là, il est très, 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 très important que nous le gagnions. Et quand vous regardez, la France ne va pas que déposer ses valises dans les formations, dans les têtes
des militaires ivoiriens. Elle le fait déjà à travers les universités. Il y a des partenariats importants entre certaines universités françaises et les universités ivoiriennes qui vont contribuer à renforcer cette légitimation du rapport de domination. La France mise dessus. Souvenez-vous du discours de Macron, le Tintin de l'Élysée, comme m'a dit affectueusement le président Banda. Le Tintin de l'Élysée avait dit que les nouvelles stratégies seront la coopération culturelle. Nous devons garder notre influence par la coopération culturelle. Les industries culturelles. Dans les industries culturelles, vous avez la musique, vous avez le sport, vous avez le théâtre, vous avez le cinéma. Et il y a la plus grosse industrie culturelle, c'est l'industrie éducative, l'école. On va donc fabriquer une caste d'individus qui va devoir défendre les valeurs de la domination, les valeurs de l'asservissement, et qui va, à l'image de Arthur Banga, vous connaissez Arthur Banga, non? Arthur Banga, voilà. À l'image de ce genre d'individus, ils vont défendre avec ferveur la métropole. Et il suffira simplement qu'on les amène faire un tour à Paris. Ils rentreront comme bénis par le très saint Dieu et choisis parmi les élus qui vont régner avec lui dans le Saint des Saints. Et au nom de ça, ils vont injurier leurs frères qui tentent simplement de penser de manière révolutionnaire. Voilà ce que veut faire la France. Maintenant, vous avez l'école, vous avez le cinéma, vous avez tout ça, qui va rester maintenant la présence française dans les consciences. Donc l'activité de décolonisation va se poursuivre à ce niveau-là. À ce niveau. Nous devons être bango avec nos ennemis. C'est leur pied, nos pieds. Quand ils mettent un pied, on fait le marquage à la culotte comme au football. L'adversaire doit être suivi dans chacun de ces derniers retranchements. Ils disent maintenant que c'est dans la formation, l'école, le cinéma, la culture, les artistes. Vous avez vu, il y a un artiste, un grand chanteur de reggae. Il chantait des musiques révolutionnaires. Mais dès que la révolution arrivait quelque part, il a fui la révolution. Il a méprisé la révolution. Et il a couru chez le tortionnaire pour dire vraiment c'est ici même que les choses doivent bien se passer. On se demande entre tes musiques et ce que tu fais là, c'est quoi? C'est un esprit qui te faisait chanter? Qu'est-ce qui s'était passé? Sacré Jonathan. Non, mais quand on l'écoute, je vous dis que si vous terminez d'écouter un de ces albums, vous avez envie de prendre une arme. Mais vous voyez le premier français, vous le découpez à la machette. Absolument. Mais dès que le gars vit les vrais révolutionnaires, il dit je vous renie comme Pierre a régné Jésus. Je vous renie. Vous n'incarnez pas le type de valeur que moi je défends. C'est pas possible. Quelqu'un prêche quelque chose, mais il a peur du résultat de ce qu'il prêche. Mais c'est justement là l'exemple des personnes que la France-Afrique va fabriquer. Ils sont nombreux. Il le passe, il vous dit je suis panafricaniste, 2-3 minutes, il est plus révolté. Mais le jour où une vraie révolution va arriver, il vous dit que non, pas comme ça. Pas comme ça, allons-y en douceur. Il est possible encore d'avoir des relations, de sauver les relations avec la France-Afrique. C'est ça. C'est ce qu'on est en train de fabriquer. Ça sera dans les consciences. Ça sera dans la tête. C'est le dernier stade. C'est-à-dire, l'impérialisme a perdu sur tous les terrains. Militaire, défaite assurée. Sur le plan du combat d'idées, nous les avons vaincus. Ils disent, bon, nous avons encore une pléthore d'artistes qui peuvent faire le job. Il faut qu'on rentre dans leur conscience. C'est pour ça qu'ils encouragent les industries musicales. Et vous voyez un certain type de musique qui passe en Afrique. Et les artistes qui aiment tous l'argent. Tous, c'est les esclaves de l'argent. Leur art, c'est seulement pour l'argent.
Alors, dès qu'on va lui dire, on va te sévrer des concerts à Paris, il dit non. Vraiment, si c'est rien que pour la révolution, je me range. Laissez les affaires là. Moi, je veux les concerts. Je veux venir faire mes concerts, on me paye en euros. Vous savez, quand il revient, il dit aux autres artistes, je suis un grand artiste en regardant son compte bancaire. C'est pas forcément le développement spirituel, comme ça a toujours été là. Reine Nyanda nous fait savoir qu'à défaut de ne plus s'identifier à la révolution, on peut faire du panafricanisme de gauche. Voilà, en plus, voilà des idées. Panafricanisme de gauche, où on s'habille un peu comme Zelensky, on met une tenue militaire, même si on n'a pas la carrure de la profession. Vous pavanez avec ça. Et vous dites à vos diplomates, ne votez surtout pas les révolutions contre l'impérialisme. Ne votez surtout pas ce genre de révolution, de résolution. Aux Nations Unies, votre travail, c'est d'accompagner l'impérialisme. Vous l'accompagnez. Ah, nous sommes victimes, c'est le discours de campagne. C'est le discours de campagne. Vous tenez toujours un discours en décalage avec vos profondes convictions. Donc, ils veulent créer ce genre de représentants au niveau de la Côte d'Ivoire. Et comme nous disions, ce n'est pas à s'arrêter là. Prenez le discours du général Bucart devant le MEDEF le 27 août 2024. Le général Bucart dit au MEDEF, suivez, le chef d'état-major de l'armée française. Parce que nous, on a nos chefs d'état-major là. Il croit que lui, quand il est chef d'état-major, c'est pour rester dans les casernes au quartier général. Son travail, c'est là-bas, il attend les gens là-bas. Tout le monde ne peut pas être un parfait communicant. Qui a dit que Bucart c'est un communicant? Bucart n'est pas un communicant. Bucart part s'adresser aux agents avancés de l'armée française. Le MEDEF. Bucart s'adresse à des militaires d'une autre nature. Il dit les jours durs arrivent. On va serrer les ceintures. Et on va se déployer. Vous savez ce que font chaque entreprise française, ce que fait chaque haut cadre français quand il arrive sur le territoire français. Dans les sociétés dites de gardiennage, les sociétés de vigile, là, de sécurité, chaque haut cadre, quand il rentre, il passe à la DGSI française, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Il va donner son rapport. Et les hauts cadres de multinationales font pareil. Il va donner son rapport au renseignement intérieur français. Ils appellent ça le débriefing. On lui dit, vous avez vu Afrique Média, leur siège c'est comment? Il dit non, j'ai vu, il y a quelques tôles qui ont volé l'autre jour, j'ai vu, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ah oui, bon, on dit ok, c'est bon, Afrique Média, on a un rapport. L'autre revient, Total Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, vraiment, vous avez la pénurie, la dernière pénurie, ça a créé un choc. Nous n'avons même pas pu desservir 4 régions dans le pays. Ce qui veut dire que si nous continuons même à saboter les approvisionnements du pays, eh bien, nous atteindrons notre objectif de déstabilisation. Très bien, c'est noté. La DGSI française, ils font cette collecte d'informations sur tous les hauts cadres français qui sont dans le monde. Vous imaginez les patrons des multinationales, ce qu'ils donnent comme information sur nos pays. La présence militaire française reste assez importante tant que les multinationales françaises sont dans nos pays. C'est pour ça que le général Bucart est allé s'adresser aux patrons des multinationales, au grand patronat français. Quand vous allez leur prêter de l'argent, il faut veiller à ce que notre influence perdure. Vous savez, le Club de Londres. Tout à fait. Le Club de Londres, c'est les multinationales. Absolument. On vous dit au Club de Londres. Quand vous venez là-bas, mondial, là, c'est 2 clubs. Club de Paris, Club de Londres. Club de Paris, c'est les États. Club de Londres, on dit, ici, là, mon ami, comme tu nous as trop gueulé là, c'est nous qui tenons maintenant l'argent. On va te donner l'argent là contre quoi? Contre quelle motivation? Quelle est la garantie? Donc, ne regardons pas ce que fait le petit cinéma auquel se livre Jean-Marie Bockel. D'ailleurs, si la France dit qu'elle réduit son personnel, mais l'augmentation de 3,3 milliards d'euros là, chaque année,
de 2% du PIB de la France chaque année. Dans la loi de programmation militaire 2024-2037. Cette augmentation des dépenses militaires, là, c'est pour qui? C'est pourquoi? Il faut noter qu'entre-temps, ils ont augmenté les revenus indiciaires. C'est même le parti de Marine Le Pen qui a demandé qu'on augmente les revenus des militaires pour que ça rende le métier attractif. Donc, ils réduisent le personnel et ils augmentent l'argent, les dépenses militaires. Pourquoi? Ils vont mettre ça où? La Côte d'Ivoire que vous voyez là, ils sont totalement dans les mains même de la France. Hein. Aujourd'hui, Ouattara a fait venir au moins 3 sociétés de drones qui font partie du complexe industrialo-militaire français. Les drones DT-26 pour la sécurité du la surveillance du territoire. C'est là-bas. Les Joule qui sont arrivés, ils disent que c'est pour surveiller les plantations. Je ne sais pas si les agriculteurs ivoiriens travaillent avec les drones. Je ne sais pas comment tu fais ton cacao avec les drones. Je ne sais pas. On va mettre les drones pour surveiller dans l'agriculture. Ouattara a déjà donné la Côte d'Ivoire à l'armée française, au complexe industrialo-militaire français. Même certaines sociétés de BTP sont en fait des démembrements du complexe industrialo-militaire français. Si vous avez Bouygues chez vous, comme nous avons Simancap, c'est une entreprise du complexe industrialo-militaire français. Bouygues, ce n'est pas eux qui fabriquent les avions Dassault. Ce n'est pas Dassault Aviation, c'est la famille Dassault. C'est eux qui font les chars, Leclerc, le gros char là, des Français. Donc, le complexe industrialo-militaire français est déjà déployé en Côte d'Ivoire. Le MEDEF ne fait que gagner les marchés en Côte d'Ivoire. On est en train de chasser les habitants, les autochtones d'Abidjan. Ouais. On les chasse pour faire venir les entreprises du MEDEF. Ouais. Donc, la France est en train d'asseoir. Mais maintenant, il faut simplement le faire de manière moins ostentatoire avec les tenues militaires. On va enlever les tenues militaires des Français. Non, on va réduire. On peut vous laisser 50, mais on va fabriquer 1000, 2000, 4000, 50 000 Ivoiriens qui seront des Français dans la tête. Et ils seront dans les casernes, prêts à défendre la France. Et vous allez voir, certains généraux vont même pousser très loin le bouchon. Dans les serments, on va vous dire que vous défendez d'abord la France, avant la Côte d'Ivoire. On vous amène, quand vous êtes dans les formations là. Dans ce cas, vous n'êtes plus dans l'armée régulière, vous êtes dans une forme de légion étrangère, Jonathan. Ils s'en foutent. C'est leurs intérêts qu'ils défendent. C'est nous qui avons l'impression que quand on manipule Zelensky là, vous avez l'impression que ces gens ont le sens de la moralité. Nous on parle, les Ukrainiens meurent. Hein? Ils meurent. Voilà un peuple, ils étaient plus de 50 millions. Il ne reste plus que quelque chose comme 30 millions d'habitants. 30. Et certains parlent déjà de 27 millions d'habitants. Et les prévisions d'ici 2100 disent que les Ukrainiens seront 12 millions. Donc, nous voyons que ce n'est pas des gens qui réfléchissent en termes de non, vraiment, s'ils prêtent serment pour défendre la France, ce sera une légion. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent éperdument. On va fabriquer des petits soldats français à la tête d'Ivoiriens. Et ils auront des tenues ivoiriennes. Et ils vont défendre la France en Côte d'Ivoire. Ils vont tuer leurs frères pour la France. Et les généraux ivoiriens vont rien dire. Parce qu'ils sont silencieux. Ils ne disent rien. S'il y a même de vrais généraux. La majorité, c'était les anciens chasseurs de lapins. C'était les dozos. C'était des dozos qui sont devenus des généraux. C'est à cause de la rébellion qu'on les a fait généraux. Donc, si les vrais militaires ivoiriens qui sont encore dans cette armée ne disent rien, laissent faire, ils verront. Ils auront beaucoup de Français autour d'eux. Et là, ils verront que leur pays est fini. Leur pays est fini. Donc, c'est le moment maintenant que les Ivoiriens qui nous écoutent, parce qu'ils sont aussi timides, c'est pas, peut-être effrayés, on peut comprendre, il y a eu trop de drames.
ces derniers temps. Des militaires sont arrêtés de temps en temps. Mais les Ivoiriens doivent savoir que le tournant décisif de la Côte d'Ivoire est en train de se jouer. Les Ivoiriens doivent se lever. Les Ivoiriens doivent prendre leur courage. Les Ivoiriens doivent se dire que le temps de récupérer notre pays a sonné. Et les militaires ivoiriens doivent soutenir les forces de libération de la Côte d'Ivoire qui sont en train de se mobiliser. Il faut que la Côte d'Ivoire se mette debout et mette fin à cette imposture de ce despote dictateur sanguinaire que vous avez mis en image et dont j'ai même la nausée quand j'entends parler de lui. C'est vraiment une honte, ce monsieur. Il est une honte. Normalement, c'est un vieux, on aurait pu le respecter. Mais un vieux qui se complaît dans la sorcellerie, qui se complaît dans la traîtrise, la trahison et le larminisme, a jeté lui-même le respect qui lui était dû dans les poubelles de l'histoire et dans les poubelles de la vie commune. Merci à vous. Nous demandons simplement aux Ivoiriens de ne pas laisser que ce plan ourdi contre leur pays, contre notre pays, la Côte d'Ivoire, aboutisse. Il faut y mettre fin et mettre un stop. Président Badakani, on va donc refaire après la brillante contribution de Jonathan Bateguene. Il faut chasser de la poche. Je vous en prie. Alors, Président, il y a donc, tout à l'heure vous avez évoqué le chantier du grand remplacement qui serait donc, qui est effectivement engagé contre ce qui est très improprement appelé les dom-toms. Aujourd'hui, on n'est pas très loin de cette réalité quand on évoque la situation ivoirienne et quand on prend en considération les éléments très pointus proposés et analysés effectivement par Jonathan Bateguene, remplacer donc clairement l'armée française, peut-être pas au sens propre du mot, mais la remplacer du point de vue idéologique afin qu'elle pérennise effectivement les intérêts du colon dans ce pays. C'est donc une situation assez complexe. Alors, à quoi servirait donc cette démarche qui viserait, du moins ce qui se présenterait comme une véritable démarche cosmétique de la part de la France? Bon, moi je suis heureux que vous ayez remis les pendules à l'heure. Parce que il faut d'abord commencer par dire c'est quoi la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. Parce que c'est la question fondamentale. La Côte d'Ivoire, c'est un dom-tom. C'est devenu un dom-tom. C'est même moins que ça. Même les dom-toms sont même mieux. Donc, à partir de là, la question fondamentale, c'est on se demande, mais de quoi je me mêle? Quelqu'un nettoie sa chambre et ça devient un débat public. Hein? La France nettoie sa chambre. Il y avait le désordre dans sa chambre. Il y avait le désordre. Elle estime que, bon, voilà, ces nouvelles ambitions, des réajustements s'imposaient à l'intérieur de sa chambre. Il y avait 4 valises, 5 valises. Elle décide qu'il faut rester 3. Il va rester 3 valises. Rien n'a changé. Ça demeure sa chambre. Qu'est-ce que je veux par là dire? On ne peut pas analyser une réduction d'effectifs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une réduction d'effectifs. On ne peut pas analyser une réduction d'effectifs d'un contingent sans analyser les missions fondamentales de ce contingent. C'est à partir de là qu'on va voir si la réduction d'effectifs peut impacter sur ses véritables missions. Vous avez compris. Vous avez tout compris. Mais moi, je lis ça. Quand vous lisez ça, rien n'a changé, au contraire. Il n'y a pas un changement de mission. Il n'y a pas une réorientation de la stratégie qu'on appelle les forces françaises en Côte d'Ivoire. Les mots sont clairs. Les forces françaises en Côte d'Ivoire, c'est le nom, hein? FFCI. Les forces françaises en Côte d'Ivoire. Port Bouette, c'est là où ils sont. Ils étaient de quoi 900. On a diminué, c'est tout. Il va rester. Mais est-ce que l'ambition de cette base-là a changé? Rien du tout. Rien du tout. Donc, alors, je vais dire, écoutez, hein, l'émission, les forces françaises en Côte d'Ivoire, on les a amenées là-bas à partir du 1er janvier 2015. Quel est leur statut? C'est-à-dire, voici leur statut.
pardon, elles ont un statut de présence, statut de présence. C'est-à-dire qu'elles sont implantées en Côte d'Ivoire pour assurer un relais opérationnel sur une zone stratégique. Je répète, elles sont implantées en Côte d'Ivoire pour assurer un relais opérationnel sur une zone stratégique. Quelle est cette zone stratégique? Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est toute la sous-région. C'est toute la sous-région. Par leur positionnement géographique, la qualité de leurs infrastructures portuaires et aéroportuaires et les capacités de leurs emprises, les forces françaises de Côte d'Ivoire constituent une plateforme stratégique, opérationnelle et logistique majeure sur la façade ouest africaine, aussi appelée base opérationnelle avancée. Les emprises là, les infrastructures portuaires et aéroportuaires et les emprises là, elles ont pris, la France a pris ça où? Elle a pris ça où? Les gens créent un quartier militaire pratiquement. Ils créent un quartier militaire, ils sont chez eux. C'est leur maison, c'est-à-dire ils sont chez eux carrément. Ils décident un matin que bon, sur 1000 effectifs, bon, 500 ou 300, rentrer à la maison. Puisqu'il en reste 600. Alors, rentrer à la maison. Il y a quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont rien changé, ils sont chez eux, ils n'ont rien changé. Voilà les missions. C'est grave. Voilà la mission. Ça n'a pas changé, au contraire. Au contraire, ça n'a pas changé. Est-ce que vous savez que l'aéroport international Fred-Bouani, c'est la France qui contrôle ça? Est-ce que vous le savez? Vous vous rendez compte? L'aéroport, donc, on va continuer. Écoutez bien, en tant que... Vous vouliez pourquoi? Mais, je vous dis, en tant que base opérationnelle avancée, la force française en Côte d'Ivoire, il faut lire, la force française en Côte d'Ivoire, les mots en sens. Pourquoi pas les soldats? La force française, c'est moi qui ai donné le nom. Allez, vous allez demander à ces gens-là. C'est moi, je ne suis pas le chef des armées françaises. Le Tintin de l'Élysée, il fallait lui demander. Et c'est même pas lui qui a créé, il a seulement hérité. C'était là avant lui. C'est le dès que le type est arrivé à Côte d'Ivoire, à Abidjan, vous n'imaginez pas les accords qu'il a signés. Je vous ai dit que Ouattara, c'est la plus grande catastrophe qui a frappé ce continent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mesurer. C'est-à-dire que c'est quand il sera pas là que vous allez sentir que le malheur a frappé l'Afrique avec la naissance de ce monsieur d'abord et son arrivée au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est une malédiction, vous ne pouvez même pas imaginer. Avec tout le processus qu'il a amené au pouvoir, et toutes les forces qui sont impliquées dans son maintien au pouvoir. Ce qui est grave, c'est que, vous vous amusez, le conglomérat qui est derrière Ouattara, c'est pas seulement la France. La France, pour l'instant, c'est la capitale. Mais, attention, hein. Il y a les Marocains, les Israéliens. Ça dit que les Américains, ça dit que ce conglomérat, ce bloc, à ce projet-ci là, Ouattara, c'est un laboratoire, c'est un essai. C'est un essai de laboratoire. Il a réussi, cet essai a réussi. Le but est de le sophistiquer et de l'imposer, de l'implanter dans la plupart des pays africains, y compris au Cameroun. Le Sénégal, ils sont entrés, ça a marché, il n'y a même pas de débat. Diomaye est là, ils sont gros, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat là-dessus. La tenue militaire, alors, c'était dans le cadre d'une intervention militaire. J'ai dit, même s'ils mettent des habits africains, c'est vous qu'on trompe avec le folklore. Si on ne connaît pas souvent porter des habits africains, allez, Paul Salom, vous dites qu'il est africain. C'est vous qu'on trouve avec les bêtises comme ça. Les gens voient maintenant quoi on a fait. Quand on parlait, c'est pas on nous insultait. On nous insultait. Maintenant, les gens ils pleurent. C'est l'histoire. Le projet est sérieux, c'est-à-dire que les gars sont en train de... C'est tout ce que Macron appelle la politique de l'intimité. C'est profond. Ils sont en train de travailler, Jonathan. Et je vais vous dire, tu as lu un rapport de guerre, non? Tu as dit... Mais c'est clair, a dit que... Tu as lu un rapport de guerre. Ils ont dit qu'ils ont perdu une bataille. Ils se donnent au moins 30 ans. Ils vont commencer par... Il vous a dit, maintenant c'est la politique des visas. C'est-à-dire attirer... Dès qu'un gars est brillant dans un canton, on le contacte, on l'envoie en France. Comme nos États sont comme ils sont là. Ils sont dans une démarche méthodique de revenir en force. Et ils ont bien la preuve. Tcham, c'est quoi? C'est la même chose. Bon, vous ne trouvez pas que c'est trop courageux de mettre un triste personnage comme ça, vient de présenter, président du peuple d'un parti historique comme
du PDCI. Aujourd'hui, maintenant, moi ça m'amuse. Hein. Maintenant, je vois les têtes apparaître dans le PDCI pour dire qu'on combat, on n'est pas d'accord avec Cham. Combien il a pris le parti? Combien il a pris le parti? Donc, je tente de vous dire, en tant que... Alors, les forces françaises en Côte d'Ivoire sont en mesure de soutenir les opérations dans la zone en facilitant notamment les mouvements des forces. Écoutez bien, des forces. C'est-à-dire quoi? Entre parenthèses, l'acheminement, désengagement, relève humaine et matérielle, et ou en contribuant au soutien pétrolier. Ici. Forme un réservoir de force rapidement projetable en cas de crise dans la sous-région. J'espère qu'on parle français. Alors, quand vous le dites, c'est très clair. On ne dit pas ça. On va dire que ces gens-là, si après les crises, ils vont créer. Ils les créent dans le sens des offensives, comme ils sont en train de faire avec attaquer les pays de l'Est, etc. les contrôles. Assure présence militaire en mesure d'assurer la protection des ressortissants. C'est la couverture pour dire qu'on ne bougera jamais. Jamais. L'autre volet de la mission consiste à mettre en œuvre la coopération militaire bilatérale avec la République de Côte d'Ivoire, animer la coopération régionale avec les forces partenaires de la sous-région. Pour cela, ils peuvent faire des formations, contribuer à la préparation opérationnelle des contingents africains avant leur engagement, etc., au sein des missions multinationales ou d'opérations de maintien de la paix. Alors, vous avez compris, non? Ça veut dire quoi? Ça, c'est-à-dire, il faut trouver un autre mot. C'est même plus que l'occupation militaire. Actuellement, On est presque à une dynamique d'annexion. Non, c'est déjà annexé. Ils sont occupés. Ils arrangent leur maison. Ils sont chez eux. La Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, on a même fait ça à un pays. Les Français, ça dit que je sais pas, ils ont annexé, ils ont occupé. Maintenant, non seulement ils mettent en valeur dans la pure tradition coloniale, mais il est question de sécuriser la colonie. La France est dans son département d'outre-mer. Elle prend des mesures pour assurer la sécurité de l'intérêt de la France là-bas, à tout point de vue. La Côte d'Ivoire, c'est plus un pays, Jonathan. Fabrice, c'est plus un pays. Donc, c'est toute une bataille de libération, d'indépendance encore, qui s'impose au peuple ivoirien. Mais ils réussiront. C'est rassurant, président. Non, c'est mon dada depuis très longtemps. Ils réussiront. Je dis tous les jours que la Côte d'Ivoire sera libre de manière spectaculaire. Pour l'instant, il ne dit pas plus. Fabrice Do. Et ça, maintenant que tout ça est clair, ils ont arraché tous les terres en Côte d'Ivoire, l'économie, c'est sous leur contrôle. Ils ont commencé le grand remplacement démographique. C'est-à-dire qu'en faisant que maintenant, même dans les villages de Côte d'Ivoire, les étrangers arrivent et prennent les terres, tout ça est consort. Dans les villages en Côte d'Ivoire, prennent les terres, ils ont bougé la nationalité. Je vous dis que le Tchipsi là, le Tchipsi que vous voyez là, ça dit, cet homme que vous voyez là, vous pouvez pas imaginer comment dans un pays, il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Ça dit que il faut réfléchir. La réflexion pour savoir d'où vient ce monsieur et ce qu'il signifie dépasse le cadre classique d'analyse. Tous les cadres classiques ne sont pas suffisants pour dire l'événement qu'on appelle Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça va au-delà d'un niveau parce que c'est la concrétisation d'une histoire qui a duré plus de 100 ans. Les Français ont travaillé depuis plus de 100 ans à dire ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire, à travers le truc qu'on appelle le Fred Boigny, etc. On a abouti. Ils ont enfin réussi avec ce monsieur. Donc, vous voyez très bien que, Fabrice, à partir du moment où on n'a pas changé les missions fondamentales de cette base, c'est le théâtre. C'était bien de commenter, c'est bien de faire un sujet dessus, mais je vous dis, on peut commenter, il y a un déplacement de fonds, on réduit l'effectif, mais les missions sont les mêmes. Rien n'a changé, absolument rien. Rien n'a changé, rien n'a bougé. La sécurité de la Côte d'Ivoire est assurée par la France. Monsieur Dr Nouma, elle dit que l'armée française, en réalité il n'y a pas d'armée ivoirienne, c'est l'armée française.
L'armée ivoirienne, c'est l'armée française. Le reste, là, ce sont des supplétifs. Les chasseurs, là. Ils sont les supplétifs. J'avais vu un documentaire. Mais tu mens pas. Burkinabé, on les dozos, ils font les rituels, mais ils attrapent les lapins, pas les animaux très dangereux. J'avais appelé ça armée espagnole, non? Tu avais oublié. J'ai appelé ça armée espagnole. Même pas, ils font même pas des trucs. C'est pas les animaux très dangereux qu'ils attrapent. Ça s'appelle auberge espagnole, non? Les animaux innocents qu'ils arrêtent. Auberge espagnole, tu remplaces auberge par armée. C'est une armée espagnole, ça veut dire qu'on n'a jamais vu ça. Ça veut dire que tous les nationaux, ou bien, parlons comme ça, les indigènes, ce sont les supplétifs. Mais l'armée qui opère en Côte d'Ivoire, c'est l'armée française. Maintenant, ils ont inventé. Tu connais Jacksonville? Tout à fait. Mais alors, voilà encore le truc. Ça parle de ça. Jacquesville, pardon, Jacquesville. Donc, ça dit que c'est grave. C'est grave. Mais les Ivoiriens s'en sortiront. Ce pays sera libéré par, je le dis tous les jours, de manière spectaculaire. Lorsque Satan, représenté par ce type, et ses patrons, quand ils seront arrivés au sommet à l'apogée de leur dynamique, Fabrice Dôme, et ils sont arrivés, c'est là où les vraies choses vont commencer. C'est là où les choses sérieuses vont commencer. Il y a un tel optimisme qui vous accompagne à bien. Ce n'est pas un optimisme, il n'est pas béat, je vous parle des choses concrètes. Puisque ce que nous rendons concret, c'est que le gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara, y compris avec ses partenaires, ne fait que se consolider. Et on veut bien savoir comment est-ce qu'on va Imaginez-vous que Bazoum allait tomber. Vous imaginez que le processus colonial, si, ça c'est même, il a donné tous les gages américains, tous les gages. Et lui-même il était un terroriste, c'est-à-dire c'était un terroriste. Voilà. Donc je te dis, voilà, je te demande Fabrice, est-ce que tu savais que Bazoum pourrait tomber de cette manière? Plus grave, est-ce que tout le processus de recolonisation que la France avait organisé, élaboré et imposé au Mali, est-ce que vous pouvez imaginer que ça allait se retourner contre elle le moment venu? Mais ça s'est retourné quand? Quand la France croyait justement être au sommet de sa stratégie. Elle allait chercher ses amis, les Espagnols, elle allait chercher les Allemands, elle chercher même les Danois, de venir ici. Elle a cherché tout le monde, l'Estonie, que venir ici. Il nous a même gueulé. Alors, c'était pas Takuba, hein? Ça va. Donc, quand la France était sûre, c'est quand elle a dit que bon, je suis maintenant assis là, avec sa cité militaire qu'elle a créée, Barkhane. Fabrice, c'est là où le maître des Akkad, le patron du monde, le vrai Dieu comme je l'appelle, a dit ok, maintenant ça commence. Et pour ça, écoutez-moi bien, hein, et pour ça il n'a pas dit que j'ai besoin des chars et des machins. J'ai besoin d'une armée de bavards, des gens qui bavardent, qui vont parler de tout ce que je veux parler. Il a ramassé les gens comme lui l'a mis ici, et c'était fini. Je vous dis que la Côte d'Ivoire sera libérée de manière spectaculaire. C'est moi qui vous le dis. Amen. Et je dis ça tous les jours. Ce n'est pas l'optimisme, c'est un homme de foi. Fabrice, tu le sais très bien. La puissance qui est derrière la foi, la vraie foi, au-dessus de toutes les armées du monde. Au-dessus de toutes les armées du monde. Tout ce que Ouattara fait là avec les Français qu'on sort, vous marchez dans le... C'est-à-dire, ils sont en train d'investir dans le vent. C'est à travers ça qu'on va les renverser. La Côte d'Ivoire sera libre. La Côte d'Ivoire sera libre. Ça ne sert à rien de dire tout ce que j'ai dit là. Si je ne dis pas que la Côte d'Ivoire sera libre. Je vais aller même plus loin maintenant. Même si les Ivoiriens refusent de combattre, la Côte d'Ivoire sera libre. Parce que l'enjeu ivoirien dépasse même les Ivoiriens. Les anges viendront finalement. Les enjeux ivoiriens dépassent les Ivoiriens. Appelez ça ange. Je vous dis que même si les Ivoiriens refusent de combattre, la Côte d'Ivoire sera libre. Parce qu'au Mali, il y a eu les Maliens qui sont levés, tout comme au Burkina Faso. Je vous dis, c'est pourquoi vous m'embêtez avec vos questions. Vous êtes dans votre rôle, tout d'accord, oui, continuez à les poser. Mais moi, je vous dis que même si les Ivoiriens refusent de combattre, la Côte d'Ivoire sera libre. D'accord. Mais c'est encore plus vrai parce qu'ils combattent, non? Ouais. Ils combattent, non, pardon, ils combattent. Parce que même en pleurant, on combat. Ouais. Les Ivoiriens combattent. La Côte d'Ivoire sera libre. D'accord. Vous savez, je vais chuter parce que vous voulez que je chute. C'est pour ça. C'est-à-dire que le parachèvement de ce processus, maintenant qu'ils ont fini ça, regardez la démarche de la France maintenant. Ouvrez les yeux et regardez. Elle veut maintenant parachever cette manière politique. À l'heure actuelle, les Français ne comptent plus sur Ouattara. On l'a utilisé.
Papier hygiénique, des derniers généraux. Dernier niveau, on l'a utilisé. Non, c'est un homme de passé pour la France. Il a fini le travail. Dominique, sa femme, a commencé à rapatrier les choses les plus importantes. Tous les bijoux d'or, tout ce qui est important, là, elle envoie chez eux, tout ça. Envoie là-bas. Peut-être elle va en faire un musée. Bon, vous savez, les musées, les riches de ce genre. Bon, c'est une dame. Nous, on a décidé de ne pas attaquer la femme de Ouattara. Ici, on est les gentlemen. Mais les gens de riches comme elle, là, elle peut même transformer ses coffres-forts en musée. Pourquoi pas? Tellement elle s'est enrichie que, bon, elle peut inventer le type de loisirs que je contemple, mes bijoux d'or, machin, content. Mais on est des gens élégants. On ne parle pas de sa femme. On a dit que c'est pas de ça. On n'est pas comme eux. Pas de sa femme. J'ai beaucoup à dire sur elle, mais je ne parle pas d'elle. Pas pour rien. J'ai beaucoup à dire sur elle, mais je ne parle pas d'elle. Je connais beaucoup de choses là concernant. Mais on ne descend pas à leur niveau. Donc moi, je suis en train de dire ceci que la France est maintenant en train de réfléchir comment normaliser ça sur le plan politique. C'est là où les choses sérieuses vont commencer lors des élections qui arrivent. Je vous avertis, hein. Ça sera encore sur ce. Je vous avertis. Non, moi je vous dis, vous serez obligé d'entrer en désaccord avec beaucoup de vos amis. Il y a 2 semaines. La seule amitié que nous avons, c'est la vérité, président. Vous voulez pas qu'il parle? Vous avez la parole. Il y a 2 semaines, quelqu'un était ici, non? Quelqu'un était sur ce plateau. Mon ami, le ministre, connaît Kachina. D'accord. Il était assis ici, non? Tout à fait. Il nous a dit que le président Babo l'a envoyé nous saluer. C'est pas ce qu'il a dit? Tout à fait. Bon, moi aussi, maintenant, j'ai dit à mon vision que, monsieur le ministre, dites au président Babo que nous t'avons reçu, on a reçu ses salutations. C'est compris. Le ministre Kone Kachina est venu ici il y a 2 semaines. Il m'a rencontré, je dis ça parce que je lui ai promis de faire ça. Je lui ai dit, monsieur le ministre, tu es un grand ministre. Nous on te respecte, tu es un grand ministre. Tu es un grand. Et puis le grand patriarche Babo t'a envoyé. Il a dit que, dis au président Balakani que je les salue. Je pense à eux. Il est venu ici. J'ai dit, monsieur le ministre, j'ai compris. Dis au président Babo que nous avons reçu ses salutations. Et je répète encore ici ce soir, monsieur le président Patia Babo, nous avons reçu cette salutation que tu as envoyée par le ministre Kone Kachina. Moi, Balakani, je l'ai reçu. Merci. Je vous dis, vous croyez que tout ce que la France fait là, on va rester tranquille? Moi, je suis un homme de guerre. Je regarde ça, je suis un homme de guerre, je regarde ça, gérer. Donc bientôt là, tous les manœuvres de la France là, toutes ces manœuvres qu'elle fait là, je connais le plan politique de la France. Président Ngomba Samé nous fait savoir qu'à cause de cette base militaire de Jacquesville, eh bien la France elle a fait construire l'autoroute avant de récupérer cette même autoroute. Eh bien, elle fait savoir que elle aurait souhaité, elle aurait pensé que cette autoroute devait arriver à San Pedro, mais visiblement c'est pas encore le cas. Ils ont fait pire, je dis. Ngombe Samé, je connais. D'accord. Je connais. Je vous dis, vous citez, la France, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, c'est un territoire, c'est un dom-tom. C'est-à-dire, ils sont chez eux, attends, parler de quoi? Et quand il a commencé à parler de l'affaire des Bidjans ici, vous connaissez les Bidjans, non? Les Bidjans. Tout à fait. Quand on a commencé, j'avais dit à mes affaires ivoiriennes que les Bidjans là, vous regardez, les gens ont laissé. On va étendre ça à toute la Côte d'Ivoire. On est où? On est où? Donc, je répète encore, Fabrindo. Pour sortir. Ouais, vous voulez me chasser? Non, loin de là. Je dis donc ceci. Ouais. Jonathan, mais vous n'êtes pas avec moi. Je suis en train de répondre aux salutations qu'on nous a envoyées, non? Tout à fait. Alors, moi, je suis en train de... Voilà, en notre nom, n'est pas... Je dis au président Babo, nous avons reçu des salutations. Oui, voilà. Donc, nous, à mon vision, monsieur le président, merci, nous avons reçu des salutations. Voilà. À travers le ministre Kone Kachina. Des choses arrivent, des choses vont commencer en Côte d'Ivoire. La France veut normaliser le crime, l'inacceptable. Nous serons là pour veiller. Fabrice, on sera là pour veiller.
quitte à se fâcher avec des amis, on va veiller. Parce que ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. La Côte d'Ivoire ne sera pas libre tant qu'on ne va pas chasser les Français de Côte d'Ivoire. Démanteler tout ça. On ne peut faire en Côte d'Ivoire aucune politique normale avec ce genre de dispositif. Jamais. Ce n'est pas la politique, c'est l'esclavage. La Côte d'Ivoire sera libre. Courage au peuple ivoirien. Courage au vrai peuple ivoirien. Courage, ne baissez pas les bras. Vous serez libre de façon spectaculaire. Merci à vous, Président Bandakani, professeur Jean-Paul Mbelek, Jonathan, Docteur Douma, Jean-Rémy, si vous en avez convenance.